Bonjour Mathieu Grégoire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, vous enseignez à Paris 10 Nanterre, vous êtes aussi chercheur associé au Centre d'études de l'emploi. Vos travaux portent principalement sur les questions de lutte salariale, sur le syndicalisme aussi, sur les questions de précarité et d'intermittence du spectacle, mais aussi d'assurance chômage. On va y revenir, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? C'est à la fois un regard universitaire, je suis chercheur, et en même temps c'est un regard de quelqu'un qui s'est engagé auprès des intermittents dans le cadre de l'expertise qui a été demandée par le gouvernement et qui a permis d'aboutir à un accord en 2016 qui est un accord progressif, ce qui est assez rare par les temps qui courent. Alors la semaine dernière, il y a eu une nouvelle mobilisation contre contre les ordonnances loi travail. Quelle est votre analyse du mouvement social, de l'absence d'unité syndicale et finalement un peu de l'essoufflement de la mobilisation alors qu'on vient de vivre sans doute, on vient de voir passer sans doute l'une des lois les plus structurantes sur le monde du travail de ces 30 dernières années. Pourquoi ça ne prend pas? Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas, mais il est clair que le mouvement social est mal en point, que le syndicalisme est mal en point. On a une CFDT qui joue le jeu du patronat, joue le rôle de partenaire privilégié du patronat depuis longtemps. On a une CGT qui manque d'imagination, on a des difficultés à imaginer des modes d'action nouveaux, donc on est dans le rituel de la manifestation, quelque chose d'assez triste finalement. Donc qui contraste avec ce que moi j'ai vu avec les intermittents, où justement l'imagination en termes de modalités d'action était forte. Et on a aussi, d'une certaine manière, une mise en cause de la position syndicale par à la fois Macron, mais aussi d'une certaine manière Mélenchon, c'est-à-dire qu'on est dans une situation compliquée où le politique semble maintenant l'emporter sur le syndical, sur la contestation syndicale, et du coup le syndicalisme est un peu cornerisé. Mais vous qui connaissez bien les luttes, l'histoire de lutte salariale, vous diriez que les dirigeants notamment de FO ou de la CFDT ont cessé de défendre les intérêts des travailleurs? Je ne dirais peut-être pas aussi crûment, mais il est clair qu'à certains moments, on se pose la question de quels travailleurs sont défendus par la CFDT et par FO. Est-ce que c'est une logique d'appareil, de défense de l'appareil simplement syndical qui est en jeu pour FO? Quels sont les salariés qui sont défendus par la CFDT qui au fond aime bien défendre les précaires, les pauvres, etc. Mais dès lors qu'ils demeurent précaires et pauvres, on a vu une grosse défiance de la CFDT contre les intermittents, parfois plus dure que celle du MEDEF. Depuis le CPE, ça fait déjà presque 20 ans, on ne peut pas dire que la lutte sociale est beaucoup payée. Pourquoi, d'après vous? Est-ce que c'est quoi les bons ingrédients pour qu'une lutte sociale porte ses fruits? C'est assez compliqué de faire le raisonnement à rebours, mais une lutte sociale qui a apporté ses fruits, c'est celle des intermittents. Clairement, ils se sont battus pendant 13 ans, ils ont obtenu gain de cause. Je pense qu'il y a beaucoup de pragmatisme dans la manière dont ils s'y sont pris, une façon efficace d'établir des rapports de force qui fait qu'au final, ils étaient incontournables. Alors évidemment, des luttes qui se font sans rapport de force ou sans réel rapport de force, avec le rituel de on fait une manif, deux manifs, trois manifs et puis on s'en va, il est clair que la porte est ouverte aux réformateurs pour y aller. L'absence de perspective crédible aussi, ça y joue. Vous disiez tout à l'heure, la CGT manque d'imagination. Vous pensez que les syndicats ont cessé, ou en tout cas ont abandonné l'idée de renouvellement aussi de la pensée, de la réflexion? Je pense que là, oui, on fait face à un problème de situation dans laquelle on est défensif, c'est-à-dire que les syndicats défendent les acquis, défendent ce qui existe, défendent les stables, défendent la stabilité de l'emploi, défendent ce qui existe, mais ce qui est de plus en plus remis en cause. Donc du coup, on n'a pas un vrai discours alternatif à proposer, si ce n'est de retourner à ce qui existait avant, de retourner à des supposées 30 glorieuses qu'on idéalise beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles vous parliez tout à l'heure du politique qui reprenait le dessus sur le syndicalisme. C'est aussi ce que vous avez envie de dire. Le monde syndical s'est coupé aussi du monde intellectuel, de la recherche. Je pense que voilà, le monde syndical ferait bien alors, se couper, et pas totalement couper, mais effectivement d'aller chercher des idées, de surtout réfléchir aux situations à l'échelle confédérale. En fait, si on regarde un peu précisément les choses,
les confédérations, la confédération de la CGT sont globalement faibles par rapport aux fédérations. Donc du coup, la force de la CGT, elle se fait surtout dans les fédérations, au niveau des branches, des conventions collectives. Et à cet endroit-là, il n'y a pas beaucoup d'imagination pour développer des droits nouveaux pour tous. Alors, il y a effectivement la mobilisation sur la loi travail, et puis il y a d'autres objets qui vont notamment susciter sans doute et crisper sans doute les centrales syndicales. C'est celui de la réforme de l'assurance chômage. On ne connaît pas encore le contenu exact de cette réforme, ni même d'ailleurs la méthode qui sera utilisée par le gouvernement, mais on en perçoit déjà les grandes lignes. On parle d'étendre les droits au chômage à l'ensemble des actifs et non plus seulement aux salariés. C'est crédible, c'est faisable selon vous? Alors, on en parle, mais on parle déjà de reculer, donc il faut mettre les choses là où elles sont. Alors, là où c'est pas crédible, il y a une équation financière qui est très, très compliquée, puisque un objectif qui a été maintenu par le gouvernement, c'est de faire 10 milliards d'euros d'économies sur la mandature sur l'assurance chômage. Donc, ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est d'élargir le nombre de bénéficiaires en mettant les démissionnaires et les indépendants. Donc, l'équation, elle est compliquée, c'est-à-dire comment faire rentrer plus de monde et en ayant un budget qui diminue. Bon, ça paraît évidemment très difficile, sans deux choses. Alors, on peut croire au plein emploi pour Noël, bon, c'est une première option, et l'autre option, c'est la baisse des droits des chômeurs. Ça veut dire baisse des droits, ça veut dire baisse peut-être aussi des indemnités et du temps aussi auquel les chômeurs ont droit aujourd'hui à l'indemnité? Alors pour l'instant, il n'y a rien qui est très fixé, mais on voit clairement une volonté d'activer les chômeurs, de rendre plus difficile l'accès au chômage. Et donc, voilà, on est sur quelque chose qui est compliqué. Alors d'autant plus compliqué que c'est un changement radical de philosophie qui est proposé par le gouvernement. Et la référence au salaire et au remplacement du salaire est mise en cause. Alors, bon, mettre en cause cette référence au salaire à travers la fin de la cotisation salariale, c'est ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire aller vers éventuellement quelque chose de forfaitaire. Considérer que tout le monde va avoir droit à la même chose. En Royaume-Uni, par exemple, on est sur cette logique-là. À la fois, il y a c'est un peu contributif, et en même temps, tout le monde a droit à la même somme, à la même allocation. L'allocation, c'est de l'ordre de 75 € par semaine. Donc, évidemment, je ne dis pas qu'on aura 75 € par semaine en France, mais on voit très bien qu'on peut, à partir du moment où on cesse d'avoir cette référence au salaire, ouvrir des possibles qui peuvent être assez graves pour beaucoup de chômeurs, pour les droits des chômeurs en général et pour certains chômeurs en particulier. Ça peut favoriser la mobilisation et l'unité de la mobilisation, une réforme de l'assurance chômage? Non. Ça mobilise les intermittents du spectacle systématiquement, mais ça ne mobilise pas les salariés en général. Enfin, en tout cas, ça n'est jamais arrivé. On a rarement vu les mouvements de chômeurs être très puissants, à part ce mouvement des intermittents du spectacle, qui se veut non corporatiste, qui porte un discours universel en disant ce qu'on veut, on le veut pour tous, mais malgré tout pose une difficulté de non-mobilisation du reste des chômeurs, des syndicats sur cette question. Alors quand même, aujourd'hui, l'UNEDIC est géré directement par les partenaires sociaux, c'est une gestion paritaire de l'assurance chômage. Visiblement, Emmanuel Macron voudrait confier la gestion à l'État et dessaisir ainsi les partenaires sociaux. Pourquoi, d'après vous, cette décision d'Emmanuel Macron, cette volonté d'écarter les syndicats? Bon, c'est pas que les syndicats étaient très gênants dans la gestion de l'assurance chômage, parce que pour l'instant, depuis 1992, on a un partenariat entre le CNPF, MEDEF et la CFDT qui signent toutes les conventions. Et la défense par la CFDT des salariés n'est pas extrêmement forte, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, effectivement, ça, c'est ce qu'on perdrait immédiatement. Et l'État viendrait se substituer aux syndicats d'une certaine manière pour négocier avec le MEDEF un certain nombre de points sur l'assurance chômage. En soi, moi, je ne vois pas un problème, enfin, je ne vois pas l'arrivée de l'État dans la discussion un problème fondamental. Ce qui est un problème fondamental, c'est d'écarter depuis longtemps les salariés de la gestion de l'assurance chômage. C'est-à-dire que tant qu'on avait cette référence au salaire, l'indemnisation du chômage, c'est un salaire indirect, c'est une assurance, c'est une partie de notre salaire qui est totalement indirect, qu'on touche pas en fonction des circonstances.
Et donc, a priori, avec notre salaire, on aime bien faire en tant que salarié ce qu'on veut. Avec notre salaire direct, on va faire nos achats comme on veut sans demander l'autorisation à personne. Ce serait bien que collectivement, on puisse gérer cette partie du salaire qui est collective. Et on ne va vraiment pas vers ça, puisque là, du coup, ce serait l'État et le MEDEF qui s'en chargeraient. Vous avez beaucoup évoqué le statut des intermittents. Vous êtes un spécialiste de la question des intermittents. Est-ce que c'est un bon régime finalement? Est-ce qu'on devrait réfléchir à étendre le régime des intermittents sur d'autres métiers? Je pense que c'est totalement fondamental. En gros, on est dans un pays qui aime bien l'universalisme et pourtant on a un marché du travail qui est, les économistes disent, segmenté. Donc avec d'un côté des stables, de l'autre des précaires. Et le discours qui est tenu par tous les réformateurs, y compris de gauche, c'est un discours universalisant en disant bon, aux stables, on va leur dire qu'on va les déstabiliser un petit peu pour faire en sorte de niveler par le bas, et aux précaires, on dit surtout on ne va pas vous donner de droits pour pas que vous tombiez dans les trappes à pauvreté, pour pas que vous vous installiez dans cette situation qui est horrible. Le problème, c'est que cette situation, elle concerne des millions de personnes. Donc éradiquer cette situation quand vous avez 100 000, 200 000 personnes qui sont concernées par la précarité, on peut l'imaginer. Quand vous en avez plusieurs millions, on voit mal comment ça peut être fait du jour au lendemain. Et donc du coup, je pense qu'il serait plus pertinent de poser la question dans d'autres termes et de se dire que finalement, donner des vrais droits aux précaires, de donner des vrais droits aux salariés en emploi discontinu, que ceux qui travaillent ici, maintenant, quand on a besoin d'eux, aient des vrais droits, des vrais salaires, à la fois directs et à la fois des salaires collectifs, socialisés, ce serait une solution non seulement pour eux, évidemment, de faire en sorte qu'ils ne soient pas sans cesse les victimes de ce système, mais ce serait aussi une solution pour ceux qui ont un emploi stable, pour ceux qui ont un CDI, dont les revendications sont sans cesse menacées par l'épée de Damoclès, du chômage, de la précarité, cette menace qui pèse sur tout le monde et qu'on revoit aujourd'hui dans la loi de travail. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est l'emploi à tout prix, et on voit très bien que la difficulté dans laquelle vont se confronter les personnes qui vont négocier dans les entreprises, ça va être ça, ça va être la négociation dans le cadre d'une menace de l'emploi et une négociation à la baisse des droits, du temps de travail, etc. Alors ce matin, Benoît Hamon opposait sa vision du travail, il était sur France Inter ce matin, Benoît Hamon, et il opposait sa vision du travail à celle de Jean-Luc Mélenchon. Il dit que ce n'est pas en misant, ou en tout cas en ayant cette obsession de la croissance, qu'on créera de l'emploi. Il a raison? Je pense qu'il a raison sur l'idée que peut-être qu'il faut se poser 5 minutes pour réfléchir à ce que ça signifie l'emploi, et l'emploi à tout prix. Vouloir absolument mettre tout le monde dans des emplois quand il y a 6 millions de chômeurs, c'est une perspective qui n'est pas crédible. Alors, est-ce que pour autant il faut aller vers un revenu universel? Moi, je ne suis pas personnellement favorable, mais réfléchir à des droits pour des salariés qui ne sont pas pleinement employés, à réfléchir à se sortir des difficultés dans lesquelles la société française est, sans dire qu'il faut attendre le plein emploi, qu'on attend depuis le milieu des années 70, ça me paraît raisonnable. J'ai une dernière question, c'est Geneviève Jacques qui vous la pose, on la recevait, c'était la présidente de la CIMAD qu'on recevait vendredi dernier, une association qui intervient notamment pour aider les réfugiés. Elle vous a posé une question, ou plutôt une réflexion. Elle aimerait que les spécialistes des questions du travail déconstruisent l'un des préjugés souvent utilisés par la droite et l'extrême droite, qui consiste à dire que les personnes étrangères volent le travail des Français. Elle dit aussi qu'il y aurait matière à valoriser leur contribution dans le milieu de l'emploi, qu'ils soient déclarés ou pas d'ailleurs. Vous partagez ce constat ? Oui, bien sûr. Enfin, c'est absurde de penser qu'il y a un vol de l'emploi des nationaux par les étrangers. Enfin, si on joue à ce jeu-là, disons, quel jeu joue le Front National, il faut le jouer complètement et dire que les femmes ont volé le travail des hommes, et de dire surtout, et ça ce serait peut-être plus intéressant, de se poser la question du grossissement de la population active. Entre 96 et 2013, il y a eu 3 millions de créations d'emplois. Il y avait 3 millions de chômeurs au début de la période, 3 millions de chômeurs à la fin, et entre-temps, on a créé 3 millions d'emplois. Comment a-t-on fait pour avoir cette équation bizarre? C'est très simple, on a augmenté la population active en reculant l'âge de la retraite. Donc on a de plus en plus de monde sur le marché du travail, et ce plus de monde, ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas uniquement la démographie naturelle, c'est très largement les réformes des retraites qui l'ont alimenté. Donc j'invite tous ceux qui luttent contre les étrangers à aller manifester contre les réformes des retraites.
Merci beaucoup Mathieu Grégoire. Demain, je recevrai le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Chassaigne. Il a récemment publié un ouvrage aux éditions de l'Atelier. Et maintenant, Monsieur le Président, 10 interpellations à Emmanuel Macron. Vous avez une question pour lui? Oui, j'ai une question pour lui et pour le PCF en général. C'est sur le plein emploi. Est-ce que lutter pour le plein emploi et uniquement pour le plein emploi, c'est la seule solution que le PCF propose aux salariés de ce pays? On a vu qu'ils ont déposé des amendements pour limiter les CDD à 5% dans chaque entreprise, ce qui éradique les intermittents du spectacle. Se dit en passant, il n'y a plus d'intermittents du spectacle si on passe cet amendement. La question c'est, est-ce qu'on veut interdire les licenciements, etc. Est-ce que quand on a 6 millions de chômeurs, quand on a des millions de précaires, est-ce que cette position simple et pas trop simpliste, et est-ce qu'il ne serait pas temps de penser à justement protéger les droits des intermittents, des travailleurs de l'emploi, des travailleurs à l'emploi discontinu, plutôt que de simplement dire que leur existence ne devrait pas être. Eh bien, on lui soumettra cette réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous.